Bonjour, Condillac pour l'agrégation. Dans Essai sur l'origine des connaissances humaines, des sensations, paragraphe 9. C'est une chose bien évidente que les idées qu'on appelle sensations sont telles que si nous avions été privés des sens, nous n'aurions jamais pu les acquérir. Aussi aucun philosophe n'a avancé qu'elles fussent innées. C'eût été trop visiblement contredire l'expérience, mais ils ont prétendu qu'elles ne sont pas des idées, comme si elles n'étaient pas, par elles-mêmes, autant représentatives qu'aucune autre pensée de l'âme. Ils ont donc regardé les sensations comme quelque chose qui ne vient qu'après les idées, et qui les modifie, erreur qui leur a fait imaginer des systèmes aussi bizarres qu'inintelligibles. La plus légère attention doit nous faire connaître que quand nous apercevons de la lumière, des couleurs, de la solidité, ces sensations et autres semblables sont plus que suffisantes pour nous donner toutes les idées qu'on a communément des corps. En est-il en effet quelqu'une qui ne soit pas renfermée dans ses premières perceptions? N'y trouve-t-on pas les idées d'étendue, de figure, de lieu de mouvement ou de repos? Et toutes celles qui dépendent de ces dernières? Qu'on rejette donc l'hypothèse des idées innées et qu'on suppose que Dieu ne nous donne par exemple que des perceptions de lumière et de couleur. Ces perceptions ne traceront-elles pas à nos yeux de l'étendue, des lignes et des figures? Mais dit-on, on ne peut s'assurer par les sens si ces choses sont telles qu'elles le paraissent. Donc les sens n'en donnent point d'idée. Quelles conséquences s'en assure-t-on mieux avec des idées innées? Qu'importe qu'on puisse, par les sens, connaître avec certitude quelle est la figure d'un corps. La question est de savoir si même quand il nous trompe, il ne nous donne pas l'idée d'une figure. J'en vois une que je juge être un pentagone, quoiqu'elle forme dans un de ses côtés un angle imperceptible. C'est une erreur, mais enfin m'en donne-t-elle moins l'idée d'un pentagone? Paragraphe 10. Cependant, les cartésiens et les malebраnchistes crient si fort contre les sens, ils répètent si souvent qu'ils ne sont qu'erreurs et illusions, que nous les regardons comme un obstacle à acquérir quelques connaissances, et par zèle pour la vérité, nous voudrions, s'il était possible, en être dépouillés. Ce n'est pas que les reproches de ces philosophes soient absolument sans fondement. Ils ont relevé à ce sujet plusieurs erreurs avec tant de sagacité qu'on ne saurait désavouer sans injustice les obligations que nous leur avons. Mais n'y aurait-il pas un milieu à prendre? Ne pourrait-on pas trouver dans nos sens une source de vérité, comme une source d'erreur, et les distinguer si bien l'une de l'autre qu'on put constamment puiser dans la première? C'est ce qu'il est à propos de rechercher. Condillac, dans Essai sur l'origine des connaissances humaines. Paragraphe 5. Entre plusieurs perceptions dont nous avons en même temps conscience, il nous arrive souvent d'avoir plus conscience des unes que des autres, ou d'être plus vivement avertis de leur existence. Plus même la conscience de quelques-unes augmente, plus celle des autres diminue. Que quelqu'un soit dans un spectacle où une multitude d'objets paraissent se disputer ses regards, son âme sera assaillie de quantité de perceptions dont il est constant qu'il prend connaissance. Mais peu à peu, quelques-unes lui plairont et l'intéresseront davantage. Il s'y livrera donc plus volontiers. Dès là, il commencera à être moins affecté par les autres. La conscience en diminuera même insensiblement jusqu'au point que quand il reviendra à lui, il ne se souviendra pas d'en avoir pris connaissance. L'illusion qui se fait au théâtre en est la preuve. Il y a des moments où la conscience ne paraît pas se partager entre l'action qui se passe et le reste du spectacle. Il semblerait d'abord que l'illusion devrait être d'autant plus vive qu'il y aurait moins d'objets capables de distraire. Cependant, chacun a pu remarquer qu'on n'est jamais plus porté à se croire le seul témoin d'une scène intéressante que quand le spectacle est bien rempli. C'est peut-être que le nombre, la variété et la magnificence des objets remuent les sens, échauffent et lèvent l'imagination, et par là
nous rendent plus propres aux impressions que le poète veut faire naître. Peut-être encore que les spectateurs se portent mutuellement par l'exemple qu'ils se donnent à fixer la vue sur la scène. Quoi qu'il en soit, cette opération par laquelle notre conscience par rapport à certaines perceptions augmente si vivement qu'elles paraissent les seules dont nous ayons pris connaissance, je l'appelle attention. Ainsi, être attentif à une chose, c'est avoir plus conscience des perceptions qu'elle fait naître que de celles que d'autres produisent en agissant comme elles sur nos sens, et l'attention a été d'autant plus grande qu'on se souvient moins de ces dernières. Toujours dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines. Paragraphe 9. Concluons que pour avoir des idées sur lesquelles nous puissions réfléchir, nous avons besoin d'imaginer des signes qui servent de lien aux différentes collections d'idées simples, et que nos notions ne sont exactes qu'autant que nous avons inventé avec ordre les signes qui doivent les fixer. Paragraphe 10. Cette vérité fera connaître à tous ceux qui voudront réfléchir sur eux-mêmes combien le nombre des mots que nous avons dans la mémoire est supérieur à celui de nos idées. Cela devait être naturellement ainsi. Soit parce que la réflexion ne venant qu'après la mémoire, elle n'a pas toujours repassé avec assez de soin sur les idées auxquelles on avait donné des signes, soit parce que nous voyons qu'il y a un grand intervalle entre le temps où l'on commence à cultiver la mémoire d'un enfant en y gravant bien des mots dont il ne peut encore remarquer les idées, et celui où il commence à être capable d'analyser ces notions pour s'en rendre compte. Quand cette opération survient, elle se trouve trop lente pour suivre la mémoire, qu'un long exercice a rendu prompte et facile. Quel travail ne serait-ce pas s'il fallait qu'elle en examinât tous les signes? On les emploie donc tels qu'ils se présentent et l'on se contente ordinairement d'en saisir à peu près le sens. Il arrive de là que l'analyse est, de toutes les opérations, celle dont on connaît le moins l'usage. Combien d'hommes chez qui elle n'a jamais lieu? L'expérience au moins confirme qu'elle a d'autant moins d'exercice que la mémoire et l'imagination en ont davantage. Je le répète donc, tous ceux qui rentreront en eux-mêmes y trouveront grand nombre de signes auxquels ils n'ont lié que des idées fort imparfaites, et plusieurs même auxquels ils n'en attachent point du tout. De là le chaos où se trouvent les sciences abstraites, chaos que les philosophes n'ont jamais pu débrouiller, parce qu'aucun d'eux n'en a connu la première cause. Locke est le seul en faveur de ce qui on peut faire ici quelque exception. Paragraphe 11. Cette vérité montre encore combien les ressorts de nos connaissances sont simples et admirables. Voilà l'âme de l'homme avec des sensations et des opérations. Comment disposera-t-elle de ces matériaux? Des gestes, des sons, des chiffres, des lettres. C'est avec des instruments aussi étrangers à nos idées que nous les mettons en œuvre pour nous élever aux connaissances les plus sublimes. Les matériaux sont les mêmes chez tous les hommes, mais après, à se servir des signes, varient. Et de là à l'inégalité qui se trouve parmi eux, refuser à un esprit supérieur l'usage des caractères. Combien de connaissances lui sont interdites auxquelles un esprit médiocre atteindrait facilement? Ôtez-lui encore l'usage de la parole. Le sort des muets vous apprend dans quelques bordes étroites où vous le renfermez. Enfin, enlevez-lui l'usage de toutes sortes de signes, qu'il ne sache pas faire à propos le moindre geste pour exprimer les pensées les plus ordinaires. Vous aurez en lui un imbécile. Dans un essai sur l'origine des connaissances humaines, de la première cause de nos erreurs et de l'origine de la vérité. 1. Plusieurs philosophes ont relevé d'une manière éloquente grand nombre d'erreurs qu'on attribue au sens, à l'imagination et aux passions, mais ils ne peuvent pas se flatter qu'on ait recueilli de leurs ouvrages tout le fruit qui s'en était promis. Leur théorie trop imparfaite et peu propre à éclairer dans la pratique. L'imagination et les passions se replient en tant que manière et dépendent si fort des tempéraments, des temps et des circonstances qu'il est impossible de dévoiler tous les ressorts qu'elles font agir, et qu'il est très naturel que chacun se flatte de n'être pas dans le cas de ceux qu'elles égarent, semblable à un homme d'un faible tempérament qui ne relève d'une maladie que pour retomber dans une autre. L'esprit, au lieu de quitter ses erreurs, ne fait souvent qu'en changer.
Pour délivrer de toutes ces maladies un homme d'une faible constitution, il faudrait lui faire un tempérament tout nouveau pour corriger notre esprit de toutes ses faiblesses. Il faudrait lui donner de nouvelles vues et sans s'arrêter aux détails de ces maladies, remonter à leur source même et la tarir. 2. Nous la trouverons, cette source, dans l'habitude où nous sommes de raisonner sur des choses dont nous n'avons point d'idées ou dont nous n'avons que des idées mal déterminées. Il est à propos de rechercher ici la cause de cette habitude. Afin de connaître l'origine de nos erreurs d'une manière convaincante et de savoir avec quel esprit de critique on doit entreprendre la lecture des philosophes. 3. Encore enfants, incapables de réflexion, nos besoins sont tout ce qui nous occupe. Cependant, les objets ont sur nos sens des impressions d'autant plus profondes qu'ils y trouvent moins de résistance. Les organes se développent lentement, la raison vient avec plus de lenteur encore, et nous nous remplissons d'idées et de maximes telles que le hasard et une mauvaise éducation les présente. Parvenus à un âge où l'esprit commence à mettre de l'ordre dans ses pensées, nous ne voyons encore que des choses avec lesquelles nous sommes depuis longtemps familiarisés. Ainsi, nous ne balançons pas à croire qu'elles sont et qu'elles sont telles parce qu'il nous paraît naturel qu'elles soient et qu'elles soient telles. Elles sont si vivement gravées dans notre cerveau que nous ne saurions penser qu'elles ne fussent pas ou qu'elles fussent autrement. De là cette indifférence pour connaître les choses avec lesquelles nous sommes accoutumés. Et ces mouvements de curiosité pour tout ce qui nous paraît nouveau. 4. Quand nous commençons à réfléchir, nous ne voyons pas comment les idées et les maximes que nous trouvons en nous auraient pu s'y introduire. Nous ne nous rappelons pas d'en avoir été privés. Nous en jouissons donc avec sécurité. Quelque défectueuses qu'elles soient, nous les prenons pour des notions évidentes par elles-mêmes. Nous leur donnons les noms de raison, de lumière naturelle, ou nées avant nous, de principes gravés, imprimés dans l'âme. Nous nous en rapportons d'autant plus volontiers à ces idées que nous croyons que si elles nous trompaient, Dieu serait la cause de notre erreur, parce que nous les regardons comme l'unique moyen qui nous est donné pour arriver à la vérité. C'est ainsi que des notions avec lesquelles nous nous sommes familiarisés nous paraissent des principes de la dernière évidence. Condillac, dans Traité des animaux, chapitre 2. Système des connaissances dans les animaux. Un animal ne peut obéir à ses besoins qu'il ne se fasse bientôt une habitude d'observer les objets qu'il lui importe de reconnaître. Il essaie ses organes sur chacun d'eux. Ses premiers moments sont donnés à l'étude, et lorsque nous le croyons tout occupé à jouer, c'est proprement la nature qui joue avec lui pour l'instruire. Il étudie, mais sans avoir le dessein d'étudier. Il ne se propose pas d'acquérir des connaissances pour en faire un système. Il est tout occupé des plaisirs qu'il recherche et des peines qu'il évite. Cet intérêt seul le conduit. Il avance sans prévoir le terme où il doit arriver. Par ce moyen, il est instruit, quoiqu'il ne fasse point d'effort pour l'être. Les objets se distinguent à ses yeux, se distribuent avec ordre. Les idées se multiplient suivant les besoins, se lient étroitement les unes aux autres. Le système de ses connaissances est formé. Mais les mêmes plaisirs n'ont pas toujours pour lui le même attrait, et la crainte d'une même douleur n'est pas toujours également vive. La chose doit varier suivant les circonstances. Ses études changent donc d'objet, et le système de ses connaissances s'étend peu à peu à différentes suites d'idées. Ces suites ne sont pas indépendantes. Elles sont au contraire liées les unes aux autres, et ce lien est formé des idées qui se trouvent dans chacune. Comme elles sont et ne peuvent être que différentes combinaisons d'un petit nombre de sensations, il faut nécessairement que plusieurs idées soient communes à toutes. On conçoit donc qu'elles ne forment ensemble qu'une même chaîne. Cette liaison augmente encore par la nécessité où l'animal se trouve de se retracer à 1000 reprises ces différentes suites d'idées. Comme chacune doit sa naissance à un besoin particulier, les besoins qui se répètent et se succèdent tour à tour les entretiennent ou les renouvellent continuellement, et l'animal se fait une si grande habitude de parcourir ses idées qu'il s'en retrace une longue suite toutes les fois qu'il éprouve un besoin qu'il a déjà ressenti. Il doit donc uniquement la facilité de parcourir ses idées à la grande liaison qui est entre elles.
À peine un besoin détermine son attention sur un objet, aussitôt cette faculté jette une lumière qui se répand au loin, elle porte en quelque sorte le flambeau devant elle. C'est ainsi que les idées renaissent par l'action même des besoins qui les ont d'abord produites. Elles forment pour ainsi dire dans la mémoire des tourbillons qui se multiplient comme les besoins. Chaque besoin est un centre d'où le mouvement se communique jusqu'à la circonférence. Ces tourbillons sont alternativement supérieurs les uns aux autres, selon que les besoins deviennent tour à tour plus violents. Tous font leur révolution avec une variété étonnante. Ils se pressent, ils se détruisent, ils s'en forment de nouveau à mesure que les sentiments auxquels ils doivent toute leur force s'affaiblissent, s'éclipsent, ou qu'il s'en produit qu'on n'avait point encore éprouvé. D'un instant à l'autre, le tourbillon qui en a entraîné plusieurs est donc englouti à son tour, et tous se confondent aussitôt que les besoins cessent. On ne voit plus qu'un chaos. Les idées passent et repassent sans ordre, ce sont des tableaux mouvants qui n'offrent que des images bizarres et imparfaites, et c'est au besoin à les dessiner de nouveau et à les placer dans leur vrai jour. Tel est en général le système des connaissances dans les animaux. Tout y dépend d'un même principe, le besoin. Tout s'y exécute par le même moyen, la liaison des idées. Les bêtes inventent donc, si inventer signifie la même chose que juger, comparer, découvrir. Dans le traité des animaux, toujours. Ainsi, il y a en quelque sorte deux moi dans chaque homme. Le moi d'habitude et le moi de réflexion. C'est le premier qui touche, qui voit, c'est lui qui dirige toutes les facultés animales. Son objet est de conduire les corps, de le garantir de tout accident, le corps, et de veiller continuellement à sa conservation. Le second, lui, abandonnant tous ces détails, se porte à d'autres objets et il s'occupe du soin d'ajouter à notre bonheur. Ses succès multiplient ses désirs, ses méprises les renouvellent avec plus de force. Les obstacles sont autant d'aiguillons, la curiosité le meut sans cesse, l'industrie fait son caractère. Celui-là est tenu en action par les objets dont les impressions reproduisent dans l'âme les idées, les besoins et les désirs qui déterminent dans le corps le mouvement correspondant, nécessaire à la conservation de l'animal. Celui-ci est excité par toutes les choses qui, en nous donnant de la curiosité, nous portent à multiplier nos besoins. Mais quoiqu'ils tendent chacun à un but particulier, ils agissent souvent ensemble. Lorsqu'un géomètre, par exemple, est fort occupé de la solution d'un problème, les objets continuent encore d'agir sur ses sens. Le moi, d'habitude, obéit donc à leurs impressions. C'est lui qui traverse Paris, qui évite les embarras, tandis que le moi de réflexion est tout entier à la solution qu'il recherche, qu'il cherche. Or, retranchons d'un homme fait le moi de réflexion, on conçoit qu'avec le seul moi d'habitude, il ne saura plus se conduire lorsqu'il éprouvera quelqu'un de ses besoins qui demande de nouvelles vues et de nouvelles combinaisons. Mais il se conduira encore parfaitement bien toutes les fois qu'il n'aura qu'à répéter ce qu'il est dans l'usage de faire. Le moi d'habitude suffit donc aux besoins qui sont absolument nécessaires à la conservation de l'animal. Or, l'instinct n'est que cette habitude, privée de réflexion. À la vérité, c'est en réfléchissant que les bêtes l'acquièrent. Mais comme elles ont peu de besoins, le temps arrive bientôt où elles ont fait tout ce que la réflexion a pu leur apprendre. Il ne leur reste plus qu'à répéter tous les jours les mêmes choses. Elles doivent donc n'avoir enfin que des habitudes, elles doivent être bornées à l'instinct. La mesure de réflexion que nous avons au-delà de nos habitudes est ce qui constitue notre raison. Les habitudes ne suffisent que lorsque les circonstances sont telles qu'on n'a qu'à répéter ce qu'on a appris. Mais s'il faut se conduire d'une manière nouvelle, la réflexion devient nécessaire, comme l'a été dans l'origine des habitudes, lorsque tout ce que nous faisions était nouveau pour nous. Ces principes étant établis, il est aisé de voir pourquoi l'instinct des bêtes est quelquefois plus sûr que notre raison, et même que nos habitudes. Toujours dans le traité des animaux. La notion la plus parfaite que nous puissions avoir de la divinité n'est pas infinie. Elle ne renferme comme toute idée complexe qu'un certain nombre d'idées partielles. Pour se former cette notion et pour démontrer en même temps l'existence de Dieu, il est, il me semble, un moyen bien simple. C'est de chercher par quel progrès et par quelle suite de réflexion l'esprit peut acquérir les idées
qui la composent. Et sur quel fondement il peut les réunir? Alors les athées ne pourront pas nous opposer que nous raisonnons d'après des idées imaginaires, et nous verrons combien leurs efforts sont vains pour soutenir des hypothèses qui tombent d'elles-mêmes. Commençons. Un concours de causes m'a donné la vie. Par un concours pareil, les moments m'en sont précieux ou à charge. Par un autre, elle me sera enlevée. Je ne saurais douter non plus de ma dépendance que de mon existence. Les causes qui agissent immédiatement sur moi seraient, elles, les seules dont je dépends. Je ne suis donc heureux ou malheureux que par elles. Et je n'ai rien à attendre d'ailleurs. Telle a pu être, ou à peu près, la première réflexion des hommes, quand ils commencèrent à considérer les impressions agréables et désagréables qu'ils reçoivent de la part des objets. Ils virent leur bonheur ou leur malheur au pouvoir de tout ce qui agissait sur eux. Cette connaissance les humilia devant tout ce qui est, et les objets dont les impressions étaient plus sensibles furent leur première divinité. Ceux qui s'arrêtèrent sur cette notion grossière et qui ne surent pas remonter à une première cause, incapables de donner dans les subtilités métaphysiques des athées, ne songèrent jamais à révoquer en doute la puissance, l'intelligence et la liberté de leur Dieu. Le culte de tous les idolâtres en est la preuve. L'homme n'a commencé à combattre la divinité que quand il n'a été plus fait pour la connaître. Le polythéisme prouve donc combien nous sommes tous convaincus de notre dépendance. Et pour le détruire, il suffit de ne pas s'arrêter à la première notion qui en a été le principe. Je continue donc. Quoique je dépendrai uniquement des objets qui agissent immédiatement sur moi, ne vais-je donc pas qu'à leur tour ils obéissent à l'action de tout ce qui les environne? L'air m'est salutaire ou nuisible par les exhalations qu'il reçoit de la terre. Mais quelle vapeur celle-ci ferait-elle sortir de son sein si elle n'était pas échauffée par le soleil? Quelle cause a de ce dernier fait un corps tout en feu? Cette cause en reconnaîtra-t-elle encore une autre? Ou pour ne m'arrêter nulle part, admettrais-je une progression d'effets à l'infini sans une première cause? Il y aurait donc proprement une infinité d'effets sans cause? Évidente contradiction. Ces réflexions, en donnant l'idée d'un premier principe, en démontrent en même temps l'existence. On ne peut donc pas soupçonner cette idée d'être du nombre de celles qui n'ont de réalité que dans l'imagination. Les philosophes qui l'ont rejetée ont été dupes du plus vain langage. Le hasard n'est qu'un mot, et le besoin qu'ils en ont pour bâtir leur système prouve combien il est nécessaire de reconnaître un premier principe. Toujours dans le traité des animaux. Conclusion de la seconde partie. Rien n'est plus admirable que la génération des facultés des animaux. Les lois en sont simples, générales, elles sont les mêmes pour toutes les espèces et elles produisent autant de systèmes différents qu'il y a de variétés dans l'organisation. Si le nombre aussi seulement la forme des organes n'est pas la même, les besoins varient et ils occasionnent chacun dans le corps et dans l'âme des opérations particulières. Par là, chaque espèce, outre les facultés et les habitudes communes à toutes, a des habitudes et des facultés qui ne sont qu'à elle. La faculté de sentir est la première de toutes les facultés de l'âme. Elle est même la seule origine des autres. Et l'être sentant ne fait que se transformer. Il y a dans les bêtes ce degré d'intelligence que nous appelons instinct. Et dans l'homme ce degré supérieur que nous appelons raison. Le plaisir et la douleur le conduisent dans toutes ces transformations. C'est par eux que l'âme apprend à penser pour elle et pour le corps, et que le corps apprend à se mouvoir pour lui et pour l'âme. C'est par eux que toutes les connaissances acquises se lient les unes aux autres pour former les suites d'idées qui répondent à des besoins différents et qui se reproduisent toutes les fois que les besoins se renouvellent. C'est par eux, en un mot, que l'animal jouit de toutes ses facultés. Mais chaque espèce a des plaisirs et des peines qui ne sont pas les plaisirs et les peines des autres. Chacune a donc des besoins différents, chacune fait séparément les études nécessaires à sa conservation. Elle a plus ou moins de besoins, plus ou moins d'habitudes, plus ou moins d'intelligence. C'est pour l'homme que les plaisirs et les peines se multiplient davantage. Aux qualités physiques des objets, il ajoute des qualités morales, et il trouve dans les choses une infinité de rapports qui n'y sont point pour le reste des animaux. Aussi ses intérêts sont vastes, ils sont en grand nombre, il étudie tout. Il se fait des besoins, des passions de toute espèce, et il est supérieur aux bêtes par ses habitudes comme par sa raison.
En effet, les bêtes, même en société, ne font que les progrès que chacune aurait fait séparément. Le commerce d'idées que le langage d'action établit entre elles étant très borné, chaque individu n'a guère pour s'instruire que sa seule expérience. S'ils n'inventent et s'ils ne perfectionnent que jusqu'à un certain point, s'ils font tous les mêmes choses, ce n'est pas qu'ils se copient, c'est qu'étant tous jetés au même moule, ils agissent tous pour les mêmes besoins et par les mêmes moyens. Les hommes, au contraire, ont l'avantage de pouvoir se communiquer toutes leurs pensées. Chacun apprend des autres, chacun ajoute ce qu'il tient de sa propre expérience. Et il ne diffère dans sa manière d'agir que parce qu'il a commencé par copier. Ainsi, de génération en génération, l'homme accumule connaissance sur connaissance, seul capable de discerner le vrai, de sentir le beau. Il crée les arts et les sciences et s'élève jusqu'à la divinité. Pour l'adorer et lui rendre grâce des biens qu'il en a reçus. Mais quoique le système de ses facultés et de ses connaissances soit sans comparaison le plus étendu de tous, il fait cependant partie de ce système général qui enveloppe tous les êtres animés. De ce système où toutes les facultés naissent d'une même origine, la sensation, où elles s'engendrent par un même principe, le besoin, où elles s'exercent par un même moyen, la liaison des idées. Sensation, besoin, liaison des idées, voilà donc le système auquel il faut rapporter toutes les opérations des animaux. Si quelques-unes des vérités qu'ils renferment ont été connues, personne jusqu'ici n'en a saisi l'ensemble, ni la plus grande partie des détails. Merci.